Un terrible accident s'est produit au-dessus de l'île Fortnite. Un mystérieux monolithe est apparu sans prévenir, détruisant instantanément le principal transport en commun des participants, le bus de combat. Le chauffeur aux commandes du véhicule au moment des faits n'a malheureusement pas survécu à l'impact. Ce drame a provoqué une vive émotion au sein de la communauté. Témoignages, images inédites et réactions à chaud dans ce reportage de Tintin et Mary-Jane Watson. C'est au milieu des débris encore fumants du bus que nous retrouvons Brice de Quiberon. Présent sur les lieux au moment de l'impact, le jeune homme apparaît profondément bouleversé par les événements qu'il vient de vivre. Oh, c'est un délire total, le bus il a genre explosé en plein ciel. Oh, c'est chaud, hein, c'est chaud, hein. Et comment on va faire, nous, maintenant, hein? Comment on fait pour aller sur l'île? Puis bah, c'est pas tout, mais le bus va falloir le remplacer, et qui c'est qui paye? Oh, c'est nos impôts. Franchement, gros soulagement de pas être monté dedans, et pisse au chauffeur, quoi. Il a genre explosé en plein ciel. Le bus a explosé, hein, comme par hasard. Il n'y avait pas d'agent de sécurité à bord, comme par hasard. Hein? Vous croyez que tout ça c'était pas préparé? Vous avez vu le truc qui a détruit le bus? C'est pas un prototype de l'armée, ça, madame. Non, 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 comme par hasard. Bon, maintenant c'est cool parce que je peux aller sur l'île en surfant, c'est que du kiff, man. Et puis ma planche, tu vois, elle peut pas genre exploser en plein ciel. Mais vous savez, on n'est plus en sécurité nulle part. Moi, je vous le dis, il va falloir bien voter aux prochaines élections. Parce qu'il est mort comment, le chauffeur? Dans une explosion. Et qui a une tendance aux explosions? Des gens qui n'aiment pas trop notre pays. Des gens qui n'aiment pas trop l'apéro. Des gens qui n'aiment pas le Season Pass de Noël. Et c'est qui ces gens-là? Ben c'est les méchants. Et les méchants, c'est les armes. Des témoignages bouleversants. Troisième étage, des chaînes, des ordures, des instruments de torture. Metroid Prime 4, 8 ans d'attente pour ça? Le futur du jeu vidéo serait-il dans les mains d'Ubisoft? Un point sur les Clair Obscur Awards et des annonces, beaucoup d'annonces. Je suis un peu obligé de démarrer la partie jeux vidéo avec les résultats des Game Awards. On va rapidement réagir aux catégories sur lesquelles j'avais fait un pronostic le mois dernier. Le jeu le plus attendu, comme je le pensais, c'est GTA 6 qui l'emporte, mais encore une fois, c'est vraiment une catégorie dont on s'en bat les couilles. La meilleure bande-son. Comme prévu, c'est une victoire de Clair Obscur. Clair obscur, double de rature, de rare effet. Le meilleur design audio, j'avais parié sur Death Stranding 2, mais c'est Battlefield 6 qui l'emporte. C'est un choix que je comprends également. Meilleure direction artistique, encore gagné, c'est une victoire de Clair Obscur. Meilleur scénario, encore une fois, j'avais parié sur l'Expédition 33 et j'ai eu raison. On passe maintenant à la meilleure réalisation et vous commencez à connaître la chanson, victoire de Clair Obscur, j'avais raison. Pour le meilleur jeu indé et le meilleur premier jeu indé, je tiens à rappeler que je fais partie de ceux qui pensent que Clair Obscur n'aurait pas dû pouvoir concourir dans cette catégorie. Mais comme il y était, je me devais de faire mon pronostic en conséquence et force est de constater que j'avais raison. Eh ouais, j'ai souvent raison. Mais là, il n'y a pas de quoi flex, c'était pas compliqué à deviner. On passe au meilleur jeu multijoueur et la victoire Darkriders me donne encore une bonne réponse. J'avais raison! En revanche, gros fail sur les jeux de combat. Je pensais que 2KO l'emporterait haut la main, mais c'est Fatal Fury City of the Wolves qui a eu le prix. La grosse fraude, c'est dans la catégorie meilleur jeu familial, puisque c'est Donkey Kong Bonanza qui l'emporte. C'est même pas un vrai jeu multi. Depuis quand les jeux solo, c'est bien pour la famille? Oui, on peut jouer à deux, mais ce dernier n'a qu'un rôle d'assist absolument pitoyable. C'est presque du même niveau que lorsque je donnais une manette débranchée à mon petit frère. Tout comme mon comportement à l'époque, faire gagner Bonanza, c'est un gros manque de respect. J'ai fait une autre erreur avec la catégorie meilleur jeu de sport et course, puisque j'avais parié non pas sans doute sur Rematch. J'avais l'espoir de croire que l'originalité pourrait avoir sa place, mais c'est Mario Kart qui l'a emporté. Après, ça me va aussi, c'est pas démérité. Tout ce que je voulais, c'était ne pas voir FC26. On y est, un remaster a gagné un prix. C'est dans la catégorie simulation stratégie que l'a emporté Final Fantasy Tactics de Ivalice Chronicles. Alors, ok, le jeu d'origine est un pilier du genre et il a reçu pas mal d'améliorations. Mais quand même, un remaster. Dans les jeux d'action, c'est Hades 2 qui l'emporte. Ça valide mon pronostic, mais au fond de moi, j'aurais vraiment voulu que ce soit Shinobi Art of Vengeance. J'ai été très surpris de voir Hollow Knight Silksong remporter le prix du meilleur jeu d'action aventure. J'avais vraiment confiance en Split Fiction. Après, vu toute la hype autour de Silksong, je pense qu'ils étaient un peu obligés de lui donner un prix. Meilleur RPG, c'est bien évidemment Clair Obscur qui l'emporte. Perso, je pensais que pour éviter que Clair Obscur ne monopolise les victoires, ils allaient le donner à Kingdom Come Deliverance 2. J'ai voulu feinter, ils ont feinté ma feinte, bref. Ils m'ont feinté.
Et pour finir, et c'est logique, le Game of the Year, c'est Clair Obscur, Expédition 33. Si je fais pas d'erreur, ça me fait 10 bonnes réponses sur 17, score honorable, mais peut mieux faire. Et le prix de la meilleure émission pop culture de l'année est attribué à... Je m'y attendais pas, putain, je suis super ému, merci beaucoup. Clair Obscur, Expédition 33. Oh, va chier! Au fait, qui c'est qui a pointé le bout de son nez pour faire de la récupération politique? Oui, c'est Macron! Et oui, comme toujours, quand des Français remportent des prix ou accomplissent de grandes choses avec le jeu vidéo, alors là, on est fiers, on est un soutien pour cette industrie. Oui, peut-être. Mais quand on se prend des manifestations dans la gueule parce qu'on est incompétent et qu'on détruit l'économie française, là, c'est la faute des jeux vidéo si les gens sont violents dans la rue. Pour rappel, c'était en 2023. Les gars, Magnéto. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Même s'il a tenté ensuite de s'en excuser, trop tard. Le mal est fait, Farouk. Allez, j'ai même pas envie de perdre plus de temps à parler de lui. Je préfère parler de jeux vidéo à venir. Car cette cérémonie a également été l'occasion de présenter des jeux à venir. Et je ne vais pas tous les citer, mais on aura l'occasion d'y revenir au cours de l'année quand on aura plus d'informations à leur sujet et qu'on s'approchera de leur date de sortie. Ainsi, on apprend qu'un 8e Ace Combat arrive cette année et qu'après Baldur's Gate 3, l'Ariane Studio revient avec un nouveau Divinity. D'ailleurs, en parlant de l'univers de Donjons et Dragons, un autre jeu va sortir et il se nomme Warlock. Une information intéressante quand on sait que dans D&D, un Warlock est un sorcier qui tient sa magie d'un pacte avec une entité. On a également vu que Tomb Raider fait un retour aux sources et qu'après des années à prier le dieu empereur, les fans du 41e millénaire ont été entendus puisqu'arrive le très prometteur Total War Warhammer 40 000. L'annonce qui fait durcir plus d'un sabre laser, c'est celle de Star Wars Fate of the Old Republic, puisque son titre fait tout de suite penser au légendaire Knight of the Old Republic, souvent abrégé KOTOR. Pour rester dans Star Wars, une annonce inattendue et pourtant si satisfaisante, c'est celle du jeu de course Star Wars Galactic Racer, rappelant cette Madeleine de Proust qu'est Star Wars épisode 1 Racer. Hormis le trailer, on n'a pas beaucoup d'informations. Je peux néanmoins vous dire qu'il est développé par des anciens de chez Criterion Games, à qui l'on doit Airblade, les Burnout et Need for Speed à partir de Hot Pursuit. Suite à des désaccords avec EA sur la licence Need for Speed, ils se seraient barrés pour fonder leur propre studio. Décidément, c'est la mode en ce moment. Mais on peut les comprendre, récemment quand un groupe s'est barré de chez Ubisoft pour fonder leur studio, ça a donné Sandfall Interactive et le jeu de l'année 2025, Clair Obscur Expédition 33. Nous avons pu avoir un aperçu d'Highguard, le premier jeu du studio Wildlight Entertainment. Il y a énormément à dire sur ce studio, mais j'ai pas la place de le faire ici. Alors je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube Asao pour découvrir cette incroyable épopée. Mais pour l'instant, parlons d'Highguard. On a ici une direction artistique entre technologie et monde médiéval fantastique. Si dans un premier temps je lui ai trouvé des airs de Doom, je dois avouer que finalement ça me fait plus penser au maître de l'univers. Je détiens la force toute puissante. Dans ce jeu, deux équipes vont s'affronter, non pas en attaque contre défense comme Valorant ou Overwatch, mais via un enchaînement de phases dans le but de détruire la base adverse. Ça commence par une lutte pour contrôler un artefact appelé le Shieldbreaker. Une fois que c'est fait, l'équipe qui en a le contrôle peut attaquer la base ennemie et tenter de la détruire. Le jeu arrive le 26 janvier sur PC, PS5 et Xbox Series. Il y aura des héros, des armes à feu et de corps à corps, de la magie et des montures. Et bien qu'on puisse s'interroger sur l'arrivée d'un énième shooter sur un marché déjà saturé, le fait qu'il ne s'agisse pas d'une production d'un studio type Ubisoft, Blizzard, EA, Activision a tendance à rassurer le public. Dans un monde idéal, ça devrait être l'inverse, mais nous ne sommes pas dans un monde idéal. Si c'était le cas, Destiny ne m'aurait pas retiré les DLC que j'ai payés. Et puisqu'on en parle, Destiny 3 serait bel et bien en développement. N'aimant pas jouer à des FPS à la manette, j'attendais Destiny 2 avec impatience car le premier opus n'était sorti que sur console. Et croyez-moi, j'ai aimé ce jeu de tout mon cœur. Mais voilà, les extensions sont arrivées, en joueur investi, je les ai achetées sans forcément avoir le temps de toutes les finir car j'avais également de nouveaux jeux que je voulais faire, me disant à ce moment-là que j'aurais tout le temps d'y retourner plus tard. Mais un jour, on nous annonce que les premières extensions vont être retirées. N'ayant pas eu le temps de finir les nouvelles campagnes, vexé, je n'ai plus jamais relancé le jeu, suivant avec peine l'actualité du jeu dans l'espoir que le studio revienne sur sa décision. Mais comme pour ce pote qui pleure devant le compte Instagram de son ex, les premières campagnes ne sont jamais revenues. N'étant qu'au tout début de son développement, Destiny 3 n'arrivera sûrement pas avant la prochaine génération de consoles, mais j'ai l'espoir que ce futur volet corrige les erreurs du passé pour la bonne et simple raison que Bungie, qui est à l'origine du jeu, avait signé un contrat d'édition de 10 ans
ans avec Activision et l'on sait maintenant que ça s'est super mal passé. Pression sur les délais, microtransactions imposées, contenu découpé, tout ça allant à l'encontre des valeurs de Bungie, qui est tout de même le studio à l'origine de la licence Halo et ayant dû la laisser à Microsoft pour se séparer d'eux. En 2019, Bungie rompt son contrat avec Activision, récupère sa licence et passe Destiny 2 en free-to-play. Puis, en 2022, après 3 ans de célibat, Bungie décide d'oublier ses ex-toxiques en se réfugiant dans les bras de Sony, et donc PlayStation Studios, pour 3,6 milliards de dollars. Et quand on compare ce que propose aujourd'hui Sony par rapport à Microsoft et Activision, on se dit qu'ils ont bien fait. Néanmoins, Sony a racheté le savoir-faire, pas l'exclusivité. Bungie a appris de ses erreurs et a imposé les conditions suivantes. Bungie reste multiplateforme, Destiny continue sur Xbox, PlayStation et PC. Bungie garde une indépendance créative et peut s'auto-éditer. Espérons qu'avec ces changements, nous aurons enfin le Destiny qu'on mérite. On connaît maintenant la cause de l'explosion du prix de la RAM. C'est effectivement l'énorme besoin des sociétés IA qui a blessé nos portefeuilles. Et il semblerait qu'ils aient également besoin d'un élément qu'on retrouve dans les disques durs SSD. De ce fait, le prix de ces derniers pourrait bientôt monter en flèche à leur tour. Donc si vous en avez besoin, je vous recommande de faire rapidement votre achat au cas où ça se confirmerait. En parlant de ça, et si la vraie bonne nouvelle concernant l'IA dans les jeux vidéo venait d'Ubisoft? En effet, ces derniers ont dévoilé Teammates, une nouvelle intelligence artificielle qui pourrait bien changer à jamais notre façon de jouer aux jeux vidéo. Cette IA, comme son nom l'indique, est conçue pour être notre coéquipier. On peut lui parler via notre micro comme un pote sur Discord et lui donner des ordres ou des indications. L'objectif est simple, rendre le jeu plus vivant et immersif que jamais, sans les contraintes de devoir jouer avec des potes ou cette désagréable expérience de se retrouver en coop avec un trou du cul qui gâche votre mission en jouant sans tenir compte de vous. Je sais, vous savez, nous sachons. Je sais pas si vous vous rendez compte du potentiel narratif derrière cette technologie. C'est quelque chose dont tous les joueurs de jeux solo ont rêvé un jour, mais sans vraiment espérer que ce soit possible. Imaginez par exemple un jeu comme Star Wars Jedi Survivor, dans lequel on peut parler avec notre droïde pour lui demander d'aller déverrouiller des portes, activer des systèmes de défense, etc. Un jeu d'enquête où l'on pourrait librement interroger des personnages avec les questions de notre choix sans devoir choisir entre 3 ou 4 options. Ou des jeux qui ont déjà une immersion de dingue comme Red Dead Redemption 2 ou Cyberpunk 2077. On pourrait maintenant interagir librement avec chaque PNJ et préparer un plan d'action quand ces derniers nous accompagnent lors d'une mission. Les possibilités sont énormes, d'autant que pour rendre ça toujours plus vivant, Teammate prévoit de faire simuler des émotions à ces PNJ IA afin qu'ils puissent s'énerver, paniquer ou être heureux en fonction du déroulé de la mission. Et ça n'enlève pas le travail de création humain, c'est toujours aux développeurs de créer le scénario, les missions, la structure du jeu, à voir ce que ça va donner avec les premiers tests publics. Mais j'ai rarement été autant hype par une nouvelle technologie, et vous le savez que je suis majoritairement contre l'IA. Mais là, sous cette forme, ça peut tout changer. Et vous, qu'aimeriez-vous que Teammate apporte aux jeux vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Cependant, tout n'est pas rose chez Ubisoft. Une de leurs précédentes déclarations fait polémique. Chez Ubisoft, la règle d'or dans le développement des jeux premium est de permettre aux joueurs de profiter pleinement du jeu sans avoir à dépenser plus. Jusque-là, ça pourrait aller s'ils n'avaient pas ajouté « Notre offre de monétisation dans les jeux premium rend l'expérience du joueur plus amusante en lui permettant de personnaliser son avatar ou de progresser plus rapidement, mais cela reste facultatif. » Encore heureux que c'est facultatif, mais vous savez ce qui aurait été vraiment amusant? Débloquer des éléments de personnalisation de notre avatar via des quêtes annexes, un peu corsées histoire que ça se mérite, comme c'était fréquemment le cas jusqu'en 2006 à peu près. Donc non seulement ils essayent même plus de nous cacher qu'ils nous vendent de la merde, mais en plus on essaye de nous faire croire que c'est pour nous faire plaisir. À ce jeu-là, tu peux bien nous mettre une droite en pleine gueule et essayer de nous faire croire que c'est une skincare coréenne. Toujours chez Ubisoft, ces derniers n'ont pas manqué de surfer sur la sortie d'Avatar Fire and Ash en proposant un DLC au jeu Frontier of Pandora. Ce dernier est sorti le 19 décembre, je n'ai donc pas pu le tester étant donné qu'on tourne le 18. Mais le jeu de base étant très moyen, je ne fais pas trop d'espoir pour ce DLC. On notera également que suite aux demandes des joueurs, Ubisoft a implémenté quelques temps avant la possibilité de jouer en vue à la 3e personne. On aurait pu saluer le geste si seulement l'animation n'était pas dégueulasse. Oh, je suis un Navi! Un Navi c'est souple, c'est félin, là on dirait Grand Corps Malade. Quelques mots pour les navis, ballottés par la vie, comme les graines flottantes bioluminescentes, messagères de notre déesse chaleureuse et aimante. Le PDG d'Epic Games juge inutile l'étiquette fait avec de l'IA. J'imagine que le mec qui produit le Nutella juge inutile le Nutri-Score. On rappelle qu'avant d'être une plateforme d'achat de jeux comme Steam, Epic Games développe des jeux tels que Fortnite, le regretté Paragon ou mon jeu VR préféré, Robo Recall.
Entendre une personne comme lui tenir ce genre de discours ne me rassure vraiment pas pour la suite. À présent, regardons quelques stats concernant Ark Raiders. Vous serez peut-être intéressé d'apprendre que c'est sur console que les joueurs se trahissent le plus, là où les joueurs PC privilégient plus facilement la coopération. Ce qui, je pense, s'explique par la présence plus fréquente d'un casque et d'un micro chez les joueurs PC. En effet, il est plus facile et rapide de communiquer par la voix. Mais les joueurs se sont organisés et ont créé une watchlist des traîtres permettant à tout le monde de savoir de qui il faut se méfier. C'est marrant, en jeu vidéo, une liste de traîtres, on dit watchlist, alors qu'en politique, on dit parti socialiste. À présent, j'aimerais vous parler d'un de mes genres vidéoludiques préférés, le roguelike. Il tire son nom du jeu Rogue sorti en 1980. Ce dernier définit les codes du roguelike. Mort permanente et perte de progression entre chaque tentative, ce qui veut dire que même si vous ramassez des équipements, améliorations ou autres, vous ne les aurez pas lors de votre prochaine run. Mais surtout, et c'est très important, une génération procédurale aléatoire des niveaux. Ainsi, chaque partie est différente, les niveaux ne sont pas organisés pareil, les ennemis ne sont pas les mêmes ou pas dans les mêmes quantités. Le loot est différent et placé différemment. Le roguelike restera un genre niche pendant très longtemps, mais une variante appelée roguelite va faire son apparition. La différence est une progression partiellement conservée entre les runs. De ce fait, même si vous perdez votre équipement, vous pourrez dépenser une monnaie acquise dans vos tentatives précédentes pour améliorer définitivement certaines stats. Ou bien acheter des améliorations qui augmenteront vos chances de trouver un objet rare, etc. etc. Vous continuerez d'essayer en étant un tout petit peu plus fort à chaque fois. C'est cette mécanique qui nous fait sentir de plus en plus fort et nous fait aller de plus en plus loin, créant ainsi de la dopamine, nous poussant à toujours vouloir relancer une run. Le premier jeu qui donnera ses lettres de noblesse au genre, c'est Binding of Isaac en 2011. Avec une excellente réception de la critique et du public, il s'impose comme un must-have chez les fans du jeu alternatif. Il donnera des idées à de nombreux développeurs et quelques années plus tard, c'est l'explosion de l'offre et surtout chez les indépendants. Ma première rencontre avec le roguelite, c'est Has Been Heroes en mars 2017, mais je tombe définitivement amoureux du genre avec l'Early Access de Dead Cells quelques mois plus tard. Ce jeu créé par l'entreprise bordelaise Motion Twin s'impose très vite comme un des piliers du genre roguelite. Et après ça, c'est le stonk, je dirais presque la saturation pour un genre qui était encore si niche quelques années auparavant. Là où c'est dingue, c'est que le roguelite s'est tellement diversifié qu'on l'identifie à présent plus comme une mécanique de jeu que comme un genre. Dead Cells déjà est un Metroidvania avec une mécanique roguelite. Hades, le Game of the Year de 2021, Curse of the Dead God et Ravenswatch sont des jeux d'action hack and slash roguelite. Si vous préférez la 2D, je vous propose Skull ou Have a Nice Death. Les FPS, Dead Zone Rogue, Gunfire Reborn ou RoboQuest. Ah, vous voulez des licences connues? J'ai Savara pour l'univers de Dofus, Fairy Tail Dungeons ou Blaze Blue Entropy Effect. Du RPG au tour par tour, Star Renegade, mais vous préférez la Dark Fantasy et les univers Lovecraftiens? Autant pour moi, vous devez jouer à Darkest Dungeon. D'ailleurs, lui aussi est un gros pilier du genre. Si vous êtes plutôt jeu de rôle façon Donjons et Dragons, jouez en coop à For the King. Comment? Vous voudriez du tour par tour mais qui soit aussi un jeu de tir? Day of the Shell. Ou si ton truc à toi c'est de collectionner des créatures, c'est également trouvable avec des mécaniques roguelite. Tu retrouveras le genre Monster Taming dans Dice Folk et avec Cadomon tu auras même un auto-battler. Absolum qu'on a pu voir au Game Awards cette année est également un très bon exemple. Il mélange beat'em all et roguelite, le tout dans une riche histoire de fantasy à la direction artistique me rappelant certaines bandes dessinées. C'est Dotemu qui avait déjà travaillé avec Lizard Cube sur l'excellent Street of Rage 4 qui est derrière ce jeu. Donc pas étonnant que ce soit un super beat'em all. Le jeu est une pépite qui, bien qu'un jeu 2D, vous invite à l'exploration et ne manquera pas de cacher de nombreux secrets. Trouvez un accord entre humains et gobelins pour qu'un pont puisse se construire et faciliter vos runs futurs. Alimentez un four dans les mines en poussant vos ennemis dans les flammes afin de déverrouiller une grille qui, lors de vos prochains passages, vous permettra d'accéder à une nouvelle zone. Le tout faisable en coop, en local ou en ligne avec un ami ou un inconnu. Et en plus, C'est français. la mécanique prend une telle ampleur qu'elle en vient à altérer des jeux déjà connus. Elden Ring Night Rain, c'est Elden Ring en version roguelite. Et c'est pas étonnant que From Software aille dans cette direction, puisque leur public et celui des roguelites ont en commun cette affection pour la souffrance. Vraiment, la difficulté, elle passe de dur à ultra hardcore, quoi. Ça va être génial. Toujours dans les propositions récentes, on a eu Ratatan, successeur spirituel du jeu de rythme Patapon. Il n'a pas été fait dans le même studio, mais par les mêmes personnes. Et il suffit d'y jouer 5 minutes pour se rendre compte que c'est presque Patapon 4. Pourquoi presque? Eh bien, comme vous pouvez vous en douter, c'est un roguelite. Il n'est encore qu'en Early Access, mais je le trouve mieux que ses prédécesseurs. L'univers est adorable et coloré, l'OST bien qu'entêtante est un petit bonheur à retrouver à chaque session de jeu. Ratatan peut paraître simpliste aux premiers abords, mais il dévoile vite sa profondeur et sa richesse au bout de quelques heures de jeu. J'ai vraiment hâte de voir les nouveaux éléments qui seront ajoutés au fur et à mesure.
Si vous aimez les jeux de rythme, je vous invite à jeter un œil. Idem si vous aimez les roguelites. Et si vous aimez les deux, foncez. Prochainement, nous verrons apparaître une autre licence dans le monde des roguelites. Il s'agit de Solo Leveling avec le jeu nommé Karma. Reprenons le modèle des jeux d'action en vue isométrique comme Hades, il faut bien avouer que ça a l'air assez stylé. Pour l'instant, aucune date de sortie n'est annoncée, mais je ne manquerai pas de vous en reparler dès qu'on aura plus d'infos. Et tant qu'on parle de Solo Leveling, vous avez peut-être vu passer le gacha Solo Leveling Arise. Niveau gameplay, c'est assez proche d'un Genshin Impact. Cependant, oubliez l'exploration en monde ouvert, ici on enchaîne les donjons. Si je vous en parle, c'est que le studio Netmarble est peut-être à l'aube d'une révolution dans l'univers des jeux gacha. En effet, que diriez-vous si on vous proposait une version payante de Genshin Impact, mais sans l'aspect gacha? J'ai dit Genshin, mais vous pouvez remplacer par votre gacha préféré. C'est en effet ce qui est proposé avec Solo Leveling Arise Overdrive. Contre 40 € à l'achat, vous accédez à tout le jeu, sans limite d'action par jour, sans gacha, sans aléatoire, sur la récupération des armes et personnages, tout s'obtient en jouant. Le jeu propose un mode coop jusqu'à 4 joueurs, ainsi qu'une histoire plus approfondie et une narration plus riche. Personnellement, j'ai adoré Honkai Star Rail, mais devoir me connecter tous les jours pour faire des missions, optimiser la récupération de ressources, etc., ça tue le plaisir. Mais si demain MiHoYo sortait une version payante de ce jeu, je serais carrément partant. Et vous, quel jeu gacha aimeriez-vous voir en version Overdrive? L'excellente licence de RPG de Square Enix fait son retour, et non, je ne parle pas de Final Fantasy, mais bien d'Octopath Traveler. Après 2 opus exceptionnels, on nous propose à présent de vivre un préquel dans lequel on va pouvoir créer notre propre personnage, construire et gérer notre ville, et de manière générale, tous les systèmes ont été approfondis. Pourtant, les joueurs européens ne sont pas contents. Le jeu n'est disponible qu'en japonais ou en anglais. Personnellement, ça ne me dérange pas de jouer à des jeux en anglais. Ils ont d'ailleurs été ma principale source de motivation pour progresser dans la langue de Shakespeare. Je passe tellement de temps à découvrir des jeux de niche que j'en suis rendu à faire certains jeux en japonais car ils n'ont jamais quitté le pays du soleil levant. Mais il m'est nettement plus agréable de jouer au jeu en français. Le vrai problème n'est pas que le jeu ne soit pas disponible en français, en allemand, en espagnol et en italien. C'est qu'il ne le soit pas, alors que les 2 premiers Octopath Traveler, eux, l'étaient. Résultat, les joueurs boudent, réclament un patch et boycottent la sortie de ce préquel. Et je les comprends. C'est un choix d'autant plus difficile à comprendre quand on voit que de plus en plus de studios comme Atlus, qui pendant longtemps ne proposaient que des jeux en anglais pour l'Occident, se sont mis à proposer plus de choix afin de booster leurs ventes. Sachez néanmoins que des fans ont déjà fait un patch français pour la version PC. Il n'est pas parfait, mais permet de profiter du jeu si on n'est pas bilingue. On a attendu 8 ans pour ça. Il faut que je vous parle de Metroid Prime 4. Annoncé en 2017, il devait être un jeu qui accompagnerait la Nintendo Switch dans sa première année. L'attente est énorme, les Metroid Prime, qui sont les épisodes 3D de la licence, ont toujours été bien reçus par les joueurs et par la critique. Le jeu n'a pas de date de sortie, alors on attend. On attend longtemps. Le jeu est sans cesse repoussé, repris de zéro, Nintendo justifie l'attente par leur envie de ne pas décevoir. Eh ben c'est raté. Je l'ai fait sur Nintendo Switch 2, merci à mon pote qui me l'a prêté. Sur cette console, il propose un mode qualité 4K 60 fps et un mode performance 1080 120 fps. Perso, j'ai préféré cette deuxième option. Le jeu est fluide, mais ça se voit qu'il devait sortir sur la première Switch, notamment au niveau des textures. Ça lui fait un point commun avec Pokémon Legend Zelda. J'abuse un peu, le jeu n'est pas vilain, notamment dans sa cinématique d'intro qui m'a vraiment fait croire que j'allais jouer à une pépite. Mais encore une fois, c'est très en dessous du potentiel de la Switch 2. Vivement les jeux 100% new-gen. Pour ce qui est du gameplay, c'est mou, c'est lent et c'est daté. Ça m'a rappelé ma déception concernant le remaster Switch du premier Metroid Prime. C'était super à son époque, mais aujourd'hui tu peux l'améliorer autant que tu veux graphiquement, sans une mise à niveau du gameplay, la magie n'est plus là. Sans parler d'avoir la nervosité des derniers Doom, j'aurais apprécié le rythme des combats d'un Ratchet & Clank Rift Apart. Je sais que c'est un jeu à la 3e personne, mais essayer d'avoir la vision, ça aurait pu être vachement stylé. Niveau durée, comme les anciens Prime, comptez environ 12 heures en ligne droite et 15 heures pour le 100%. Il y a un New Game Plus, mais j'ai de bien meilleurs jeux à faire ou à refaire. Le jeu est linéaire et c'est dommage quand on parle d'une des 2 licences qui ont donné leur nom au genre Metroidvania, à savoir Metroid donc et Castlevania. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, un Metroidvania est un jeu avec une grande carte connectée à explorer. Tout n'est pas accessible au premier passage et il faudra avancer pour débloquer de nouvelles compétences, puis revenir en arrière pour accéder à des nouvelles zones. Bien évidemment, c'est une mécanique que l'on retrouve majoritairement sur les jeux 2D, mais les 3 premiers Metroid Prime, bien qu'en 3D également, avaient un bien meilleur usage de cet aspect. Le désert qui connecte les zones principales du jeu est d'un vide intersidéral. Il n'est là que pour ajouter du ramassage de collectibles. Il ne représente pas la majorité du jeu, mais avec les allers-retours, vous allez quand même y cumuler quelques heures. C'est d'un ennui mortel. Et comme si ça ne suffisait pas,
Il n'y a pas d'OST dans cette zone, sauf en New Game Plus ou avec l'utilisation du nouvel amiibo de Samus. C'est honteux. L'histoire, sans être exceptionnelle, est selon moi ce qui pourrait le plus vous motiver à faire ce jeu pour le lore qu'elle apporte. C'est donc un argument pour les fans de Metroid. En revanche, si vous êtes un nouveau joueur, je ne le vous recommande vraiment pas. Les premiers Prime ayant pris un coup de vieux et celui-ci étant à peine moyen, je pense qu'il vaut mieux attaquer la licence par les épisodes 2D. Je vous recommande Metroid Samus Returns sur 3DS, qui est le remake de l'iconique Metroid 2 Return of Samus, ou l'excellent Metroid Dread sorti sur Nintendo Switch. Mais vraiment, ne mettez pas 70 € dans Metroid Prime 4, il y a de bien meilleurs investissements à faire pour cette nouvelle année. Le 25 janvier aura lieu le Dragon Ball Genkida Matsuri pour fêter le 40e anniversaire de l'anime. Par la même occasion, il clôture la fin de la célébration du 40e anniversaire du manga qui dure depuis 2 ans. Et on va pas se mentir, jusqu'ici, ce 40e anniversaire n'a rien donné de fou. Au programme, un talk show exclusif avec Masako Nozawa, la voix de Sangoku, qui a récemment reçu le prix du mérite culturel, devenant ainsi la première comédienne de doublage à recevoir ce prix. Il y aura également Hironobu Kageyama, l'interprète des openings Chala Head-Chala et We Got Power. On devrait également avoir des révélations concernant de nouveaux projets, mais comme il y a des chances pour que ça touche plus au manga et à l'animé, je vous ferai mes pronostics dans la partie manga de l'émission. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est l'annonce d'un tout nouveau jeu Dragon Ball. Un nouveau jeu de combat me paraît tôt. Dragon Ball Sparking Zero est sorti il y a à peine plus d'1 an. C'est pourquoi j'aurais tendance à exclure un Xenoverse 3, malgré les rumeurs qui vont bon train. Fighters étant une alternative 2D, on aurait pu imaginer un deuxième opus, s'il n'avait pas annoncé des événements et un nouveau DLC pour 2026. En l'occurrence, le Goku SSJ 4 de Daima. Il y a bien Dragon Ball Z Kakaroto qui a eu un accueil mitigé en 2020 avant de finalement se faire une place auprès de certains fans et qui, à ma grande surprise, a eu le droit à un très bon suivi, recevant encore un nouveau DLC en juillet 2025. Mais voilà, il s'agit de la partie 1 du DLC dédié à Daima, une suite est donc prévue sur ce premier opus. Pour moi, il n'y a pas assez de contenu à adapter pour justifier une suite, et graphiquement, le gap ne serait pas assez grand pour que les fans soient prêts à refaire tout ce qu'ils ont déjà fait dans le premier jeu. Dragon Ball 2 Breakers n'ayant pas vraiment été une réussite, on a récemment eu droit à un autre jeu multijoueur avec le MOBA Gekishin, qui obtient un meilleur retour critique et fait de meilleurs stats que The Breakers à la même période. Mais il a beau ne pas être un immense succès, je vois mal la licence sortir un autre jeu multijoueur aussi vite. Les deux jeux mobiles que sont Dokkan Battle et Legends fonctionnent encore bien. Un troisième jeu serait sûrement de trop. Donc à moins d'une énorme surprise exotique comme un Dragon Ball Fusion, il nous reste peu de choix. Ma théorie, très orientée par mes désirs personnels, je ne vous le cache pas, se tourne donc vers un jeu très populaire au Japon, Super Dragon Ball Heroes, un jeu d'arcade auquel on joue avec de vraies cartes et qui est sorti au Japon en novembre 2016. Beaucoup de très bons jeux d'arcade ne quittent malheureusement jamais le territoire japonais. J'aurai l'occasion de vous en reparler plus en détail dans une vidéo dédiée sur ma chaîne Asao. Afin d'en faire profiter les autres, Bandai Namco lance le 5 avril 2019 une version PC et Switch du jeu sous le nom Super Dragon Ball Heroes World Mission, une version sans les cartes physiques. Le jeu recevra du contenu gratuit ajoutant de nouvelles cartes jusqu'en janvier 2020 et depuis plus rien, tandis que la version arcade a reçu de nouvelles cartes jusqu'au 29 août 2024 avant de finalement stopper ses services le 6 novembre 2024 également. Et c'est normal puisqu'elle a été immédiatement remplacée par une nouvelle borne nommée Dragon Ball Super Divers. Celle-ci actualise les graphismes tout en proposant de nouveaux scénarios et de nouvelles mécaniques de jeu. Elle inclut également un mode SDBH permettant de jouer à l'ancienne version du jeu avec vos anciennes cartes et faire les anciens scénarios ainsi que jouer en ligne. Bref, un suivi de qualité pour un très bon jeu auquel tout le monde mérite de jouer. Vous avez très bien compris où je veux en venir, j'espère que le jeu qui sera annoncé en janvier sera une version PC et Switch 2 de Dragon Ball Super Divers. Certes, sans les cartes physiques, mais au moins on pourra profiter du jeu également. La guerre fait rage entre Call of Duty Black Ops 7 et Battlefield 6. Une guerre à sens unique. Battlefield 6 continue de séduire de plus en plus de joueurs, notamment grâce à son Battle Royale gratuit. Mais il peut maintenant se vanter d'avoir un Game Awards du meilleur design audio. De son côté, Black Ops 7 subit de nombreuses critiques. Le jeu n'est pas bien optimisé et trop lourd, mais surtout il ne propose presque rien de plus que Cold War ou Black Ops 6. Actuellement, c'est l'opus le plus mal noté par les joueurs de toute l'histoire de la série. Un détail qui m'a personnellement fait sourire, c'est la présence de Wall Jump. Tu t'es pris pour Mario, enculé! Activision affirme que le meilleur de Call of Duty est à venir. En même temps, quand on regarde ce dernier jeu, ils pourront pas faire pire. Ok, là, on va parler d'un vrai séisme pour le versus fighting. Katsuhiro Harada annonce qu'il quitte Bandai Namco pile au moment où Tekken fête ses 30 ans. Parce que Harada, ce n'est pas juste un producteur, c'est un symbole. C'est le gars qui a porté la série dans l'ère moderne. Et surtout, c'est un visage public. Celui qui prend les coups quand ça va mal, celui qui parle à la commu, celui qui assume les décisions, même quand elles sont impopulaires.
Et justement, la conséquence numéro 1, c'est la communication. Tekken, en tant que gros jeu de la scène compétitive, entretient un rapport de force permanent avec sa communauté. Équilibrage, DLC, boutique, modèle économique, e-sport, le moindre patch devient un débat. Et Harada savait parler ce langage-là. Il était littéralement l'interface humaine entre une boîte géante et une commu ultra exigeante. Harada dit qu'il a déjà progressivement transféré des responsabilités ces dernières années, donc ce n'est pas un départ en panique, c'est une transition. Bandai Namco dit aussi que l'équipe continue et que Tekken reste une priorité. Et c'est exactement dans ce genre de moment qu'une série peut soit se réinventer intelligemment, soit se standardiser. Maintenant, parlons du marché. Parce qu'il faut se le dire, le versus fighting est redevenu sexy. Street Fighter cartonne, d'anciennes licences comme Fatal Fury ou Virtua Fighters reviennent sur le devant de la scène grand public, de nouveaux concurrents arrivent comme Riot et son 2KO, et dans toute cette émulsion, Tekken veut rester dans le peloton de tête. Donc perdre une figure historique au moment où la concurrence est forte, c'est risqué. Mais c'est aussi une opportunité. Une nouvelle équipe peut apporter une vision plus moderne qui permettrait de séduire un nouveau public. Dernier point, Harada ne dit pas encore ce qu'il fera après. Il ferme un chapitre, mais laisse planer le mystère. Merci d'avoir vu cet épisode de Checkpoint, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tous les mois pour l'actu sur la pop culture. Pour soutenir l'émission, un like, vos points boost ou un abonnement, voire même les 3, c'est gratuit. Et si vous voulez nous écouter, que vous soyez à bord du Faucon Millenium ou dans votre DeLorean, l'émission est également disponible en podcast sur Spotify. C'était Asao, et n'oubliez pas, restez curieux.